Carreras. Abracadabra. Alors, je ne serai pas désobligeant. C'est pas Garcimore, mais c'est presque Roger Majax. Merci Pierre Trottmann. On vous savait préposer aux tactiques négociées, on vous savait aussi préposer aux mises en œuvre déléguées. L'histoire parle pour vous. Je ne suis pas sûr que vous soyez aussi bien préposé aux stratégies délibérées. Je parle du stationnement et de la vision de la gestion du stationnement public à Toulouse. Je vais y revenir. Mais simplement pour remarquer à travers cette présentation, à la fin, je me suis dit, mais pourquoi Indigo a signé, s'apprête-t-il à signer, parce qu'il n'a pas encore signé un tel contrat. Enfin, je me dis, il va me faire avoir de l'argent. Quand je vois ces courbes, effectivement, en euros courants cumulés à 2054, et que je vois les précédentes concessions, je me dis qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'argent avant pour que celles-ci viennent ne pas souffrir de comparaison possible avec les précédentes. Sur l'équilibre du contrat, alors quelques remarques pour M. Trottmann, et j'en reviendrai ensuite sur peut-être l'aspect plus politique. Sur l'équilibre du contrat, je ne veux pas revenir dans le détail, je ne veux pas être trop long, mais enfin c'est quand même un sujet important. Je n'évoquerai pas les formules d'indexation, un certain nombre de détails qui ont été évoqués là, simplement en relever quand même quelques-uns. Les redevances. Quand je regarde ce qui nous a été communiqué, on est sur des redevances annuelles d'à peu près de 5 millions d'euros par an, sur 23 ans, un petit peu moins sur les 14 années qui suivent. On est sur 16 millions d'euros de redevances initiales, vous l'avez évoqué, qu'il faut donc intégrer comme une redevance perçue par la collectivité, mais qui est une redevance initiale. La différence avec les précédentes, c'est que les 16 millions d'euros, ils rentrent dans l'amortissement. Ils l'intègrent dans ce qui ne peut pas être fait aujourd'hui grâce à la loi Sapin dans le secteur de l'eau, peut être fait dans le secteur des parkings, et dès que vous pesez sur l'amortissement, vous pesez naturellement sur la durée prévue au contrat pour équilibrer le contrat en fin de compte. Donc, quand même un regret que c'est vrai, c'est une disposition légale qui l'autorise, mais tout de même, c'est un vrai sujet que l'intégration de ces rentes dans l'amortissement. Aujourd'hui, donc 5 millions d'euros par an, aujourd'hui, on a à peu près, vous l'avez dit, 2,2, 2,3 millions de redevances, ce qui fait que la différence est entre 2,3 et un peu plus de 5 millions, puisque si j'intègre les 16 millions de redevances initiales, amorties sur 20 ans, disent-ils, c'est-à-dire qu'on a à peu près, grosso modo, pour l'euro constant, 800 000 euros par an. Donc on est à 5,8 millions de redevances, comparé aux 2,3 millions perçus aujourd'hui. Donc la différence, elle est là. Et si j'ai bien compris votre raisonnement, c'est que le stock que vous voulez utiliser au final pour financer la troisième ligne de métro, c'est l'ensemble. Donc c'est les 2,3 plus la différence entre 2,3, si j'ai bien compris, et les 5,8. Donc en réalité, les 100 millions ne représentent pas un surplus, mais représentent la totalité. Et donc il faudrait retirer ce qui de toute façon se répercute dans les années qui viennent avec la redevance actuelle, donc qui est déjà du stock. Deuxième remarque, donc un bénéfice net en réalité d'environ un peu moins de 3 millions d'euros par an. Deuxième remarque, les redevances à hauteur, je parle en euros constants, les redevances à hauteur de 40% du chiffre d'affaires. Pourquoi pas? Moi, ce que je sais, c'est que dans les précédents contrats, on était plutôt sur un pourcentage appliqué sur l'excédent brut d'exploitation, dans les 60%. Quand je fais les calculs, je m'aperçois d'ailleurs que si on avait gardé ce pourcentage de 60% sur l'excédent brut, on percevrait des redevances beaucoup plus importantes. On n'est plus sur 105 millions d'euros, mais près de 120 millions d'euros. Donc le choix a été fait du chiffre d'affaires, pourquoi pas, mais la question est posée. Autre question, toujours sur le contrat, je vous rassure, je ne veux pas être trop rentré dans les détails, mais enfin, sur les frais de structure, je note qu'ils relèvent d'un pourcentage du chiffre d'affaires, c'est de l'ordre de 4,5%. Ce que je sais, c'est que dans ce type de contrat, on sait qu'avec la régie intéressée, c'est l'un de ses avantages d'ailleurs, on définit au départ le calcul des charges de gestion, et je sais que cette question-là des charges de gestion, des charges de structure, est une vraie problématique dans les contrats de délégation sur la maîtrise publique de l'estimation faite par les délégataires du coût de gestion de ce type d'exploitation. Autre remarque sur la durée. Tout de même, dans les années 80, je me souviens à l'époque, les durées indicatives données par les textes réglementaires, indépendamment de la loi, on était sur à peu près 12 ans sur les affermages, à peu près 25 ans sur 24-25 ans sur les concessions. À Toulouse, à l'époque, je parle des années 80, 90, à l'époque, on a été au-delà de ce qui était indiqué. Je parle des durées de concession actuelles des parkings qui sont actuellement en délégation. Aujourd'hui,
On est sur des moyennes entre 5 et 15 ans pour un affermage, selon les cas. On est à 20 à 30 ans sur les concessions. Je constate aujourd'hui que là, on est sur un projet à 35 ans. Donc je m'interroge sur cette durée. Et pour les autres parkings, même s'il y a de l'investissement, qui s'apparente davantage à l'affermage, en réalité, compte tenu de la faiblesse du niveau d'investissement par rapport à un parking neuf que l'on construit, on est sur 20 ans. Je pense que nous sommes encore aujourd'hui au-delà de ce qui semble être la norme en vigueur, et les chiffres que je donne là sont des chiffres d'un rapport d'activité tiré d'un délégataire privé. Je ne sais pas son nom, mais enfin, ce ne sont pas des chiffres que j'invente, que j'ai utilisés d'ailleurs dans le délégataire privé. Donc on a une particularité dans le contrat que vous proposez, c'est qu'on a un peu la gestion des deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois de la concession avec la construction d'un nouvel ouvrage, parking Jean Jaurès, haut des allées Jean Jaurès, et puis on a sur les autres parkings la reconduction de délégation déjà en vigueur, des parkings pour lesquels d'ailleurs l'amortissement est réalisé, est déjà réalisé. Et donc on est peu ou prou dans un cas de régime concessif et dans l'autre d'un régime beaucoup plus d'affermage, même si encore une fois, il faut provisionner, il y a des investissements pour renouveler les installations. Je veux bien l'entendre. Mais enfin la réalité, si je prends la globalité du contrat, 75% de l'investissement, c'est sur le parking Jean Jaurès, la création, le reste, de l'ordre de 9 millions d'euros, sur les autres parkings. Et vous allez voir pourquoi je dis cela. Sachant que sur les autres, les coûts d'acquisition sont déjà amortis. Victor Hugo et Carme, ce sont des parkings qui ont été construits dans les années 60. Vous me confirmerez, je crois que c'est à peu près ça. Le nouveau contrat de ces parkings, il a été fait en 1991 sur 25 ans. On peut considérer quand même que ces parkings sont amortis. Et vous allez voir pourquoi je dis tout cela. Dernière remarque qui va justement permettre de faire la transition sur le fond et la question plus politique. L'investissement, nous dit le délégataire d'après les documents que j'ai vus, va être financé à 80% par l'emprunt, vous l'avez évoqué d'ailleurs, au taux de 4% sur une quinzaine d'années. Outre le fait que 4% est peut-être élevé comme taux, je constate, et on le sait tous, que le recours à l'emprunt pour une entreprise a un avantage particulier, c'est celui d'accroître la rentabilité d'un projet, pour une raison très simple. C'est que les charges financières d'un emprunt sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. Et cette question, elle n'est pas anodine quand on fait le choix d'une délégation de service public avec une entreprise privée, qui plus est, je le rappelle, quand elle rentre dans son amortissement les 16 millions de redevances initiales. Sur le fond, j'en viens sur la deuxième partie, sur le fond. Pour nous, pour notre groupe, la question de la délégation de service public n'est pas une question doctrinale. Et je pense qu'au sein de notre groupe même, il y a des avis, des positions nuancées sur le sujet. C'est un outil. Il est plus ou moins efficient, efficace. C'est un outil de gestion du service public. Après, en fonction de la nature des services publics, on fait le choix de la délégation ou pas. Donc pour dire encore une fois que le débat, pour nous, ne se situe pas à ce niveau-là, même si nous voterons contre cette délibération. Ce que je constate, c'est que le choix d'Indigo s'est essentiellement fait, et vous venez de nous le démontrer, sur le choix du nouveau parking, pas sur la gestion des 4 autres. Et c'est ce choix technologique, technique, hein, en haut, avec cette idée de construire le parking à cet endroit-là, qui a emporté, parce qu'il y a une plus-value technique, même s'il y a une plus-value financière aussi, dans la décision du choix. Et dès lors, si le choix est essentiellement motivé par ça, pourquoi avoir fait un seul contrat de délégation pour des parkings qui représentent 46% des places de stationnement et près de 53% du chiffre d'affaires des parkings que vous avez? C'est un peu la question que nous avions posée déjà dès le départ. C'est vrai que pour ce groupe, c'est le Big Business Act, ici à Toulouse. Pourquoi avoir fait ce choix? Je ne dirais pas OPA, je resterai sur le critère du choix. Donc pour 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et non pas 20, 10 millions d'euros de ces 4 parkings nouvellement délégués. Je pense, en disant ça, qu'un autre choix aurait été possible, et je pense plus moderne, plus ambitieux, voyez-vous. Et ce n'est pas la question de gestion publique ou gestion privée. Je pense qu'il y a des sujets, par exemple, dans un régime de concession où on peut faire la délégation de service public, mais dès lors qu'on a des parkings qui sont déjà amortis, où il s'agit d'exploiter essentiellement, même s'il y a des lignes d'investissement, je pense que la question de la gestion directe se pose et est légitime. Et l'autre choix aurait été
possible quand on sait qu'aujourd'hui, 40% des parkings en ouvrage en France sont sous gestion publique. Quand je dis gestion publique, société d'économie ou régie. Pas forcément régie directe, mais aussi société. 40%. Si j'inclus, au-delà des parkings en ouvrage, des parkings en stationnement, on est à 45% de gestion publique ou parapublique à travers des sociétés d'économie mixte. Donc, vous voyez, dans la pratique, bon, les choix sont toujours possibles. Un choix moins dogmatique, plus moderne, plus ambitieux, aurait peut-être permis, par exemple, de distinguer donc cette nature concessive du nouveau parking de la poursuite de l'exploitation des autres parkings amortis. Un choix moins dogmatique aurait permis, par exemple, aussi de travailler, c'est une suggestion que je fais, mais c'est très difficile si le contrat est signé, c'est très difficile d'y revenir dessus, 35 ans de signature, ça engage. Mais on aurait très bien pu concevoir, par exemple, une convention de délégation globale du stationnement public à Toulouse. Générale, en ouvrage, comme en surface. Mais il faut pour cela, non pas simplement être disposé à la tactique de négociation avec les délégataires, ou être a priori sur la mise en œuvre déléguée, avec un objectif financier au bout. Il faut avoir au préalable la définition d'une stratégie d'occupation de l'espace public et du stationnement. Et auquel cas, vous passez une convention générale de stationnement avec pourquoi pas, une société locale, une SARL, n'importe la structure, avec une maîtrise plus directe, qui vous permet d'ailleurs d'équilibrer le fait que les parkings en ouvrage sont bien souvent déficitaires, c'est vrai, plus déficitaires, mais que les parkings en surface ne sont pas déficitaires. Donnez un chiffre à Toulouse. Les eurodateurs, 5 millions d'euros de recettes par an. Les PV, à peu près du même ordre. 10 millions d'euros. Vous cherchez des moyens pour les transports? Je propose que la ville de Toulouse transfère ces 10 millions d'euros de recettes sur les eurodateurs et les PV au bénéfice du transport. 10 millions d'euros par an. Et l'avantage d'avoir une gestion globale du stationnement, pour le coup, avec un outil public, c'est une redistribution des recettes de la surface pour compenser les déficits en ouvrage, par exemple, et d'avoir une politique tarifaire directe, plus réactive, plus adaptée aux besoins qui évoluent et un peu moins lourde à gérer que des avenants à des contrats de délégation. Donc, voilà, une convention globale. Vous regrettez parfois qu'on ne fasse pas de proposition. Voilà une qui aurait mérité, à mon avis, de placer Toulouse dans les villes qui modernisent leur politique publique de stationnement, qui aurait pu être mission, qui aurait très bien pu être confiée, peut-être pas à M. Trottmann, mais à M. Grasse, président de l'ASMAT, ou à M. Latte, président du SMTC, avec des formes à définir, de régie intéressée ou pas. Donc, on considère que voilà, il y a des sujets pour lesquels le contrôle facilité, l'adaptation aux besoins plus réactifs, une action exclusive au bénéfice des actionnaires, comme dans les SPL, sur des sujets majeurs comme cela, aurait mérité un examen plus approfondi. Et dernier élément, je pense qu'une délégation de service public, cette délégation de service public ne reflète pas une politique du stationnement. Le contrat s'appuie sur des hypothèses de fréquentation. On arrive au paradoxe finalement qui est présenté là. C'est que pour financer le transport collectif, c'est-à-dire le report des usagers de la voiture vers le transport collectif, il faut qu'il y ait plus de voitures qui arrivent en ville. Et pour ça, on va offrir des parkings. Parce qu'on sait que les parkings, certes, ça compense les disparitions de places, mais ce sont aussi, en centre-ville, des aspirateurs à voiture et à trafic. Donc on est dans ce paradoxe qui fait que l'intérêt de la collectivité, parce qu'elle a besoin de recettes, c'est d'avoir de plus en plus de voitures au centre-ville qui augmentent le chiffre d'affaires sur lequel sont indexées les redevances qu'on perçoit. Parce qu'il n'y a pas de mystère. L'excès de déficit, le déficit, va être compensé inévitablement par un excès de rentabilité sur ce type d'opération. Et l'excès de rentabilité, il porte sur quoi? Les variables, c'est quoi? C'est la fréquentation et ce sont les tarifs. Si encore une fois l'objectif sont ces 100 millions d'euros, cette cible-là, les variables à ajuster en fonction de la cible seront les tarifs et la fréquentation. Et de nourrir donc la clientèle de ces parkings. Et qui peuvent donc venir en contradiction avec une politique publique affichée de report modal. Dernier élément, je finis là-dessus. Excusez-moi, je suis un peu trop long, mais je pense que c'est un sujet important. Les hypothèses de fréquentation. Dans le contrat, il est dit qu'on ne percevra les redevances qu'à compter de la mise en service en 2024 de l'arrivée de la LGV. Ce qui veut dire qu'une fois construit, pendant 6 ans, nous n'allons pas percevoir de redevances, on percevra un tiers des 16 millions d'euros de redevances initiales, mais pendant 6 ans, on ne percevra pas de redevances.
comme si pendant 6 ans, entre 2018 et 2024, il n'y avait pas de fréquentation de ce parking. Or, en 2017, avec Paris-Bordeaux, la fréquentation à la gare Matabio, liée avec l'arrivée de la LGV à le tronçon Paris-Bordeaux, on est à plus 6 millions de passagers. Plus 20% de fréquentation de Matabio. Et entre 2018 et 2024, c'est plus 20% qui vont donc venir alimenter la fréquentation de ce parking, puisque c'est l'objectif. Et bien sur cette fréquentation, il n'y aura pas de redevance perçue. Je trouve que dans l'équilibre du contrat, en l'occurrence, c'est un peu choquant. Et quand on regarde de manière plus prospective, je vois que le délégataire parie sur 70% d'augmentation de fréquentation du parking Jaurès d'ici 2024, plus 25% à Marengo, plus 70%, c'est exactement la fréquentation supplémentaire prévue de Matabio d'ici 2024, et en sachant que Matabio, il est déjà prévu 2000 places de parking. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoin, encore une fois. Il ne s'agit pas d'opposer et de ne pas avoir une politique qui anticipe ce besoin de parking. Je dis simplement que dans l'équilibre qui nous est présenté là, et dans les hypothèses, y compris de fréquentation, on n'est pas tout à fait dans la philosophie de M. Busquets, qui dit, je le cite, il faut trouver des mécanismes d'accès qui n'augmentent pas les flux automobiles. Il y a mieux comme mécanisme d'accès qui n'augmente pas les flux automobiles qu'une offre de stationnement supplémentaire dans la manière dont elle est proposée aujourd'hui. Comme je veux faire confiance à M. Busquet, comme je sais que d'ici 2020, la démotorisation va concerner près de 2000 voitures en centre-ville, il va certainement falloir compenser donc un déficit probable par un excès de rentabilité, alors que je viens de le dire, plus de 2000 places sont prévues dans le projet multimodal de Matabio. Donc voilà ce que je souhaitais dire, dans une approche qui n'est encore une fois pas du tout dogmatique, ni sur les principes, mais à partir d'un examen que j'ai essayé le plus rigoureux possible, même si je n'ai pas l'ensemble des éléments qui ont présidé à l'expertise de ce dossier, de ce contrat, avec des éléments un peu factuels sur la nature du contrat, mais qui me conduisent irrémédiablement à une conclusion politique qui fait que notre groupe, dans ses nuances, mais notre groupe se retrouvera pour voter contre cette délibération.